votre humeur, elle est amenée à varier. Vouloir se fixer un objectif en disant « je suis toujours au top 365 jours », c'est une aberration physiologique. Quand justement on suit l'horloge biologique, on n'est pas censé mettre 1 heure à s'endormir. En agissant sur le sommeil, on peut agir non pas que sur les plaintes d'insomnie, mais aussi sur le moral. L'alcool, c'est une drogue extraordinaire dans la mesure où, en fait, la limite entre la dose efficace et la dose thérapeutique est très très étroite. Ils oublient que ces 2 heures qu'on perd sur le sommeil, c'est beaucoup plus de temps perdu au cours d'une vie. Il y a des gens qui s'épuisent en salle et qui disent « voilà, je suis complètement épuisé, je suis fatigué, je vais dormir ». Il y a aussi des effets contraires. Il y a beaucoup de gens qui vous disent « j'ai fait un burn-out ». En fait, dans les faits, ils font des épisodes dépressifs. Si vous êtes du soir, embrassez le chronotype du soir, il n'y a pas besoin de se lever à 5h du matin comme on le voit sur les réseaux, quoi. C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Bienvenue dans Corps et Esprit. Le podcast qui muscle votre corps et renforce votre esprit. Nous sommes Meryl Bissonnier Et Flavio Guillonneau, coach santé depuis 2019, fondateur du Pareto de la santé, notre accompagnement pour se remettre en forme physique et mentale. et de Nutripreneur, notre marque de compléments alimentaires de qualité supérieure fabriquée en France. Dans ce podcast, nous discuterons de santé physique et mentale à 360 degrés. Afin de développer un corps et un esprit solides pour réaliser vos rêves et défis les plus fous. Bon épisode. Bon les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de Corps et Esprit. Aujourd'hui, on va parler de déprime, on va parler de sommeil, on va parler de sport, de nutrition. On retrouve notre cher professeur Pierre-Philippe qui, rappelez-vous, était venu sur la chaîne il y a 1 an. Ouais. Et qui est d'ailleurs l'épisode le plus apprécié et le plus vu de la chaîne. Donc on est très content de vous recevoir. Vous allez nous expliquer un petit peu pourquoi vous êtes là. Je vous rappelle qu'en description, vous aurez le lien qui récapitule un peu tout ce qu'on va voir. Comme ça, vous pouvez écouter sans prendre de notes et vraiment vous concentrer. Et merci à Nutripreneur de sponsoriser cet épisode. Je vous rappelle que vous avez 20% sur votre première commande avec le lien dans la description. Maintenant que ça c'est dit, monsieur le professeur, comment allez-vous ? Eh bien, je suis très content de vous retrouver, Flavio et Meryl, parce que c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous Super. et de faire de la prévention. Ah ouais, c'est tout le but. Alors, pourquoi vous êtes venu aujourd'hui ? Qu'est-ce que c'est que ce beau bouquin ? Alors, en fait, comme vous le savez, moi je suis un spécialiste du sommeil, je suis chef du service de médecine du sommeil au CHU de Bordeaux, et on a de plus en plus de patients qui consultent pour un trouble du sommeil, mais associés aussi en particulier à des pathologies mentales. Donc il y a un courant de prévention qui s'est décliné, vous le savez, pour les maladies cardiaques ou pour le métabolisme, pour le diabète. Et maintenant, on essaye de mettre en place des programmes de prévention en santé mentale. Et donc le but d'Antidéprime, c'est d'expliquer que la santé physique est vraiment un corollaire indispensable de la santé mentale. Et c'est ce dont on va parler en particulier sur les liens entre le sommeil et tout ce qui peut améliorer votre morale. C'est ça, le fameux corps et esprit, c'est pour ça qu'on s'appelle comme ça. Voilà, on est bienvenue bienvenue. dans cet épisode. Où est-ce qu'on peut retrouver le bouquin ? Alors, le bouquin dans toutes les librairies et puis bien entendu sur les stores, sur les réseaux sociaux, vous pouvez le commander sans De problème. toute façon, on mettra vos liens. Et d'ailleurs, si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. C'est ce qui donne la force, ce qui permet aussi aux invités de revenir pour justement booster ce podcast. Donc, pensez-y. Et puis voilà, on va pouvoir commencer tranquillement. Donc, antidéprime, la première question qu'on a tous envie de se poser, c'est quoi la différence entre la déprime et la dépression ? Alors, un des premiers chapitres du livre, ça s'appelle « Mort au diktat des 365 jours au top ». Alors, c'est un petit coup de pied de l'âne à mes collègues qui font des livres sur la santé et sur le bien-être. Et donc, un point important déjà pour abaisser la pression ambiante, c'est de dire c'est normal d'avoir des coups de mou. C'est-à-dire, comme votre sommeil fluctue au cours des saisons, votre appétit aussi et votre poids, votre humeur, elle est amenée à varier. Et donc, vouloir se fixer un objectif en disant « je suis toujours au top 365 jours », c'est une aberration physiologique. Et c'est là où on prend toute la composante biologique de la santé mentale. Et donc, le premier élément, c'est de dire on a le droit d'avoir des petits coups de mou. Okay. Après, pour aller plus loin, pour répondre à votre question, il y a une différence significative entre ce qu'on appelle la déprime, qui est un petit peu le coup de blues quand vous repartez au boulot le lundi matin, ou qui fait très gris quand vous sortez Au hasard. pour aller travailler, et puis la dépression. Donc, on a codifié ça, en particulier dans un manuel qui s'appelle le DSM-5, qui est un peu notre bible de référence pour nous les psychiatres. Et donc, les deux notions importantes, c'est la notion d'intensité et de durée. Okay. Alors, dans Antidéprime, il y a une petite échelle de 8 items qui couvrent votre appétit, votre sommeil, votre plaisir à faire les choses, par exemple, votre capacité à envisager le futur. Et puis, donc, sur ces items-là, si vous avez, par exemple, plus de 5 items sur 8 qui sont dévalorisés plus de 3 jours par semaine, et ce depuis plus de 15 jours, on peut considérer que vous rentrez en dépression. Okay. Donc, en dépression, mal dormir une nuit, c'est pas grave. Ouais, se lever en disant
la vie n'est pas terrible en ce moment, c'est pas trop grave. Par contre, si ça dure plus de 3 jours de la semaine, si c'est associé à d'autres symptômes, et surtout si ça se pérennise au bout de 15 jours, attention. Okay. Et du coup, là, vous m'avez parlé plus de dépression. Comment on peut savoir quand on est déprimé ? Comment on fait la différence ? Alors, un des intérêts du livre, c'est justement des échelles qui vous permettent de vous scorer. Parce que l'évaluation, c'est aussi un élément important. Il y a beaucoup de gens sur nos réseaux sociaux qui nous interrogent sur, par exemple, quelle est la durée idéale de sommeil ou c'est quoi avoir un bon moral. Un bon moral, c'est avoir une bonne interaction avec l'environnement. C'est pour ça que c'est très précieux d'avoir des amis, plus jeunes pour moi, mais qui ont des centres d'intérêt communs. Et donc, si vous commencez à sentir ce qu'on appelle en psychiatrie un émoussement affectif, un petit peu comme vous savez ces couteaux qui ont perdu leur tranchant, mais si vous sentez ça, si vous êtes dans des endroits où auparavant vous aviez un grand plaisir, si l'idée de retrouver par exemple Flavio ou Meryl commence à nous faire moins plaisir, on peut s'interroger parce qu'on peut dire c'est pas un problème de la relation que j'ai avec Flavio et Meryl, c'est plutôt un problème de la façon dont moi je me perçois dans mon environnement. Et ça, c'est un autre élément, on va y revenir, c'est très très important, c'est-à-dire que c'est l'interaction avec l'environnement qui est le ciment le plus puissant de notre morale. Mais pour avoir cette interaction-là, il faut avoir un niveau d'énergie que nous donnent justement les composantes biologiques. Ok. Donc les gens, grâce à ça, peuvent savoir si ils commencent à tomber en déprime, quoi. Alors, ces côtés un peu... Oui, et l'autre élément qui est important et que je mets en avant dans le livre, dans la deuxième partie, dans le programme de 6 semaines, c'est qu'il ne faut pas hésiter à aller vers ses collègues de travail, son environnement, sa famille, son conjoint, parce que c'est des gens qui vous connaissent très bien et qui ont un regard beaucoup plus aigu quand vous commencez à vous déprimer que vous. C'est-à-dire, quand vous connaissez bien quelqu'un, le matin, déjà, quand il vous dit que vous lui demandez comment ça va et qu'il vous répond, s'il vous répond « hey, ça va », c'est très, très différent de « ça va ». Ouais. Et donc, c'est ça. vous voyez, donc ces tonalités-là, elles sont très, très importantes. Et quand on est déprimé, il y a une espèce de voile gris qui vous tombe dessus et qui masque ça. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir à la fois un environnement avec un retour. Si c'est pas une famille ou si c'est pas un boulot, ça peut être la salle de gym, par exemple, ou ça peut être même les commerçants chez qui vous allez tous les jours. Mais avoir un retour, c'est très important. Et puis après, on va le voir, quand même, être vigilant sur sa santé physique et ses comportements, c'est une aide massive. Ok, donc tu veux dire quelque chose ? Du coup, la question, c'est, là, on a vu les symptômes un peu pour lesquels il faut faire attention, mais est-ce que quelqu'un de déprimé, généralement, il le sait, ou comme il y a quand même un peu ce biais de se dire, non, mais je vois pourquoi quelqu'un est déprimé, mais moi, je le suis pas, d'où l'importance, en fait, d'avoir le retour de quelqu'un. Alors, la dépression, c'est une maladie, qui a des déterminants très biologiques. On le sait maintenant, il y a même des maladies, vous voyez, comme le trouble bipolaire, qui sont récurrents, c'est-à-dire qu'on donne des traitements, même quand les gens ne sont pas déprimés, pour les empêcher de plonger. Donc, il y a un peu une analogie entre la dépression-maladie et ce que pourrait être le diabète, par exemple. C'est-à-dire on donne des traitements chroniques pour prévenir les rechutes. Je pense que quand vous êtes malade, vous avez dépressif, vous avez un taux d'handicap qui est immasquable. C'est-à-dire que vous êtes vraiment, vraiment pénalisé au point que, par exemple, vous ne pouvez plus aller travailler ou au point que vos collègues ou votre environnement disent « tu n'es plus en interaction ». D'accord ? Après, dans la construction ou dans le schéma d'interaction avec l'environnement, et c'est là peut-être, Flavio, que ta question est importante, c'est il y a des moments où on s'entend plus ou moins bien avec la vie. Ouais. Il y a des moments où la vie nous sourit et puis il y a d'autres moments où c'est vraiment compliqué. Le point d'antidéprime, c'est de dire donnons-nous la force sur des déterminants biologiques qui va faire qu'on encaissera les vagues de la vie. Voilà. Et c'est peut-être le point le plus important, cette notion de santé physique au service de la santé mentale, c'est de dire il y a des éléments biologiques très importants que vous ne contrôlez pas forcément et qui peuvent vraiment vous renforcer dans le temps pour prévenir les épisodes de déprime. Justement, là, on va parler d'un peu tout ce qui est prévention, puis après, on verra aussi traitement en fonction de la dépression. Et premier sujet, quand même, qui est la base, c'est le sommeil. Et comment on peut expliquer à quel point le sommeil a un impact sur notre santé mentale ? Alors, les connaissances ont énormément évolué. Entre le moment où on s'est vu la première fois pour le premier podcast et maintenant, il y a beaucoup de publications qui sont sorties, y compris de mon unité CNRS. Et auparavant, si vous voulez, on avait souvent tendance à penser que le sommeil, c'était en fait une conséquence de la maladie mentale. C'est-à-dire, vous dormez mal parce que vous êtes déprimé, vous dormez mal parce que vous êtes anxieux. Ce que nous ont montré les études épidémiologiques, en particulier depuis le Covid, c'est qu'en fait, il y a pratiquement 3 fois plus de plaintes de sommeil
que de plaintes d'anxiété ou de dépression. C'est incroyable. Il y a 60% des gens qui disent « je dors mal en ce moment », alors qu'il y en a à peu près, je crois, 28% qui sont anxieux et à peu près 20% qui se disent dépressifs dans la semaine passée. Ouais, donc il y a vraiment un gros ratio. Donc le premier constat qu'on a fait sur des études épidémiologiques, c'est de dire s'il y a autant de plaintes de sommeil, on serait en droit de penser que c'est le phénomène causal. D'accord ? Premier point. Le deuxième point, comme on est assez têtu, c'est que si on veut démontrer ça, et tu le sais Flavio, il faut des expérimentations. C'est-à-dire qu'il faut modifier le schéma de sommeil et démontrer qu'en agissant sur le sommeil, on peut agir non pas que sur les plaintes d'insomnie, mais aussi sur le moral. Et c'est ce qu'on a fait. C'est un papier de 2023 dans Sleep, où on a montré qu'en augmentant la régularité du sommeil, on réduisait très significativement les plaintes d'insomnie, ça on s'y attendait un peu, mais aussi les plaintes dépressives. Et ça, c'est très important. Il y a une équipe nord-américaine qui a publié à peu près les mêmes résultats. Et donc, c'est très important parce que ça veut dire, et c'est le fondement d'Antidéprime, ça veut dire qu'en instaurant des modalités protectrices d'hygiène de sommeil, on peut vraiment, vraiment prévenir, voire corriger un état dépressif. Et ça, c'est un élément très, très fort dans les campagnes de prévention en santé mentale. C'est vrai. Ça, on en parle de plus en plus. Enfin, même nous, on le sait que le sommeil, c'est la base de tout. Et rien qu'à notre petite échelle, on voit bien quand on passe une mauvaise nuit, le lendemain, on n'est pas forcément de bonne humeur, on fait peut-être un peu plus la tronche, on est plus irritable, etc. Et en fait, on sent qu'à quel point même une seule nuit peut quand même vachement nous plomber. Et moi, par exemple, là, je reviens de l'avion, là, j'ai un petit décalage horaire dans la tête, puis j'ai pas très bien dormi. Et en fait, on sent qu'on a quand même moins d'énergie. Et encore, ça va parce que justement, comme j'optimise tout au quotidien, et que je suis assez jeune, donc j'arrive à m'en sortir, mais on voit à quel point, quand on optimise tout, que juste une nuit pas très bien, eh bien, ça a quand même des grosses conséquences. Donc, on peut comprendre à quel point le fait que quand on dort pas bien, on peut avoir des troubles de la santé mentale et tout est lié, quoi. C'est impressionnant. Et le sommeil, c'est vraiment la base. Mais du coup, quand vous dites donc se lever à heure fixe et se coucher à heure fixe, la question que tout le monde se pose, c'est qu'est-ce que je fais le week-end ? Alors, attention. Je dis se lever à heure fixe. Souvent, les médias reprennent et donc se coucher à heure fixe. C'est pas exactement ça que je dis. C'est le lever. Ce que je dis, c'est que si vous introduisez une régularité à votre heure de lever et que vous vous donnez, par exemple, 17 heures d'éveil, qui est à peu près le besoin d'un adulte sain, ça vous laisse 7 heures à la nuit pour dormir. Et votre sommeil, c'est-à-dire votre endormissement, il va venir naturellement. On peut contrôler son éveil. Vous fixez l'horaire du réveil. Ça marche très bien. Vous allez vous réveiller à l'heure que vous souhaitez. Il n'y a aucun moyen de contrôler son endormissement, à moins de prendre une pilule hypnotique. D'accord ? Donc, mettre les gens dans une condition forcée où ils doivent s'endormir, ça majore beaucoup l'anxiété et ça peut créer un trouble insomniaque. Donc, il ne faut pas mettre la pression aux gens. Il faut dire, tu te lèves tous les jours à la même heure et à partir du moment où tu as passé 17 heures, regarde si tu as sommeil. Si tu n'as pas sommeil, tu mets une heure de plus. Tu te couches au bout de 18 heures d'éveil. Si à 23 heures, tu n'as pas sommeil, tu te couches à minuit. En mettant le réveil à 7 heures, ça te laissera 7 heures de nuit. Mais ce principe-là, il est très, très important parce que ça permet aussi d'enclencher une activité physique assez proche du réveil. Par exemple, pour aller au travail en descendant 2 stations de métro avant ou de tram, ou y aller en vélo ou à pied. Et ça va réentraîner toute l'horloge biologique qui est un des déterminants très importants dans la régulation du moral. La régulation du moral, il y a une composante chronobiologique, ça explique que les dépressions, ça fluctue dans le temps. Il y a une autre composante, on va en parler après, qui est l'inflammation du cerveau, l'inflammation de bas grade et le stress oxydatif, qui sont très liés aussi à l'activité physique et à l'alimentation, on va en parler après. Ah, c'est sûr. Donc on comprend beaucoup mieux en fait les mécanismes biologiques qui d'un côté agissent sur la dépression, mais aussi pourquoi est-ce que le sommeil est aussi bénéfique. Ouais. C'est vrai que le côté, je pense qu'il y a des gens qui se stressent énormément de se dire il faut que je me couche à 22h pile et du coup j'ai du mal à m'endormir, etc. Il faut aussi que les gens comprennent qu'il faut une certaine flexibilité et qu'on ne peut pas être hyper cadré à la minute près, etc. Et qu'il ne faut pas se stresser. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui se stressent et que du coup ils mettent 1 heure à s'endormir. Bon, après il y a tout un environnement peut-être à changer, toute une sorte de routine à prendre pour éviter de mettre 1 heure à s'endormir, parce que quand justement on suit l'horloge biologique, on n'est pas censé mettre 1 heure à s'endormir, et vous l'expliquez très bien dans les livres, même dans le podcast qu'on avait fait, le premier podcast, où on expliquait vraiment tout ce qu'il fallait mettre en place pour justement mettre moins de temps à s'endormir. Mais c'est vrai que je trouve qu'il y a quand même des gens qui se stressent vachement sur ça, et que comme vous l'avez dit, déjà si on respecte 1 heure de lever,
naturellement, on va être fatigué à une certaine heure parce que, comme vous l'avez dit, au bout de 17 heures à peu près, on ressent un peu plus de fatigue. Et voilà, donc faut pas que vous vous stressiez non plus si c'est pas à la minute près qu'on s'endort, quoi. Et est-ce qu'on pourrait faire un petit récap un peu des bons conseils pour bien dormir? J'imagine qu'il y a des choses un peu trop évidentes, on va dire, mais est-ce que vous avez des actions que vous recommandez qui sont relativement simples à mettre en place, mais pourtant vous remarquez que les gens ne le font pas spécialement? Alors, la santé liée au sommeil, puisque le sommeil, c'est une fonction qui profite à tous les organes du corps, elle repose sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est la durée. Le deuxième pilier, c'est la régularité. Le troisième pilier, c'est la qualité. Bon. On a beaucoup parlé de la durée, entre autres parce qu'il y a des gens qui vendent des produits plus ou moins naturels pour vous aider à récupérer cette durée. Naturel, hein. Mais finalement, quand on regarde un petit peu les facteurs pathologiques associés, c'est sûr que la dette de sommeil, qui touche à peu près 30% des Français, c'est néfaste. Ça favorise la prise de poids, ça peut être associé aussi à des problèmes infectieux, voire des problèmes dépressifs. Mais ce qu'on voit, c'est que nos sociétés modernes, elles ont tendance à beaucoup altérer la régularité. Il y a un phénomène qui s'appelle le jet lag social. On en avait parlé précédemment, mais qui est vraiment toujours très présent. C'est-à-dire ce fait de découpler votre vie du sommeil du week-end et votre vie du sommeil de la semaine. Ouais. Et ça, c'est très néfaste. C'est pour ça qu'on a montré qu'une variation de 2 heures entre l'horaire de lever et du coucher, entre semaine et week-end, ça a vraiment des conséquences délétères sur votre organisme. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu ayatolesque, mais il faut être bien conscient du fait que cette irrégularité, elle a des conséquences sur la durée. Parce que si vous vous levez très tard le dimanche matin, par exemple, ça va être très compliqué de vous coucher tôt le dimanche soir. Donc, la régularité, c'est un peu un principe de bon sens. Ça, c'est la première mesure. La deuxième mesure, c'est on a des données nord-américaines qui montrent clairement que, en fait, les besoins pour un adulte, c'est 95% des gens dorment entre 7 et 9 heures. Bon. Si on veut faire un message simple, dormez jamais moins de 7 heures. C'est très simple. C'est un message simple. Après, il ne faut pas faire ce qu'on appelle de l'orthosomnie. C'est-à-dire, comme vous l'avez dit très justement, Meryl, il y a des gens qui sont obsédés, ils ont des montres connectées, et ils disent il faut absolument que je sois au tempo près, à la minute près. C'est pas tellement comme ça que marche le sommeil, parce que le sommeil fluctue comme l'appétit. Et donc, on peut s'autoriser une marge de manœuvre, d'accord, en particulier par rapport à la durée du sommeil. Par contre, ce qui est très important, c'est qu'il faut que votre qualité elle soit au rendez-vous à peu près tous les jours. Ouais, ça c'est le plus important, parce que imaginons quand vous dites 7 heures, j'ai l'impression qu'il y en a, ils vont se dire je me couche à 23h, je me lève à 6h, mais ils ne calculent pas le temps d'endormissement, potentiellement les micro-réveils, et donc peut-être qu'ils vont dormir 6h15 finalement. Oui, alors c'est assez amusant ce que tu dis, Flavio, parce qu'en fait, on a fait des études justement pour comparer le sommeil réel et la perception, et les gens qui dorment bien, ils ont tendance à surestimer leur temps de sommeil. C'est-à-dire, ils vont dormir 6h30, ils disent « Non, j'ai dormi 7 heures ». Les gens qui dorment mal, ils sous-estiment. Donc, il y a aussi un problème de perception du sommeil qui est très important. Et ça va assez avec la déprime aussi. C'est-à-dire, quand vous allez mal, tout va mal. Et donc, en particulier, je me suis réveillé la nuit, donc j'ai pratiquement pas dormi. Alors qu'en fait, dans les faits, ils ont peut-être dormi 6 heures. Donc, l'interprétation de la réalité, elle est aussi très altérée quand on est déprimé. C'est pour ça qu'avoir des principes un petit peu de comportement, c'est un peu réassurant parce qu'on peut s'adosser à ça. Et vous savez, c'est un petit peu comme quand on fait du sport. Il y a des séances où on est très bon, il y a des séances où on est moins bon. C'est pas grave. Tout fluctue, Voilà, c'est pas grave. À partir du moment où on est capable de maintenir le rythme X jours de la semaine, globalement, vous êtes en bonne santé, votre poids est contrôlé, votre morale va bien, tout va très bien, Madame la Marquise. J'ai l'impression que vous portez un message qui est très beau de « Venez, on se met un peu moins de pression ». Il y a des choses à optimiser, mais c'est quand même moins complexe que ce qu'on pense. Et on va arrêter de fixer notre vie juste par rapport au sommeil, parce que y a aussi le fait de vivre tout simplement. Il ne faut pas paniquer autant parce qu'on a décalé d'une demi-heure le coucher, quoi. Alors, un des éléments quand même aussi important, c'est pour ça qu'on a mis en ligne dans notre compte Instagram, TikTok, @pr.philippe, c'est que dans les réseaux sociaux, il y a beaucoup de communications qui sont erronées. Et il y a quand même un message de performance ou il y a un message d'idéal qui est très présent et qui ne correspond pas à la réalité biologique et psychologique. Donc, il faut aussi dire aux gens, attention, on ne vit pas dans un film. C'est-à-dire que votre qualité de vie, elle ne dépend pas forcément d'essayer de reproduire en tout point celle d'une personne qui n'a absolument pas votre âge, absolument pas vos revenus,
absolument pas votre mode de vie. Et donc ça, c'est aussi un autre élément important qui ressort d'Antidéprime, c'est que les gens qui sont heureux, c'est des gens qui font avec leurs conditions. C'est ça. Et je le dis dans l'introduction, le bonheur, c'est un mécanisme contagieux. Si vous fréquentez des gens heureux, vous allez être extrêmement satisfait de vos conditions. Si vous êtes en permanence frustré parce que votre objectif, c'est plus de soleil, moins de poids, moins de rides, plus de sex appeal, vous ne serez jamais heureux. Voilà. Donc cette composante-là, elle est importante. Par contre, ce qu'on sait, c'est que, en particulier dans les sociétés très complexes comme les nôtres, on fluctue de plus en plus, parce qu'entre autres, on se regarde beaucoup. Et donc, vis-à-vis de ça, mettre en place des amortisseurs biologiques, comme le sport, le sommeil, la nutrition, ça permet aussi d'amplifier les vagues et de traverser la vie un petit peu les bosses beaucoup plus gentiment. Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, il y a des conseils qui sont génériques à tout le monde, mais il ne faut pas oublier qu'on est tous différents et qu'il y a des choses à adapter. Et c'est ça qui fait qu'on y arrive mieux et qu'on est plus heureux aussi. Et du coup, on parlait de qualité du sommeil. Et on sait que le but, c'est d'avoir le plus possible de sommeil profond. Enfin, c'est là qu'on récupère, etc. Est-ce que dans Antidéprime, il y a des heures de sommeil profond à avoir pour ne pas être déprimé? Est-ce qu'il y a quelque chose de précis ou pas du tout? Alors, Meryl, c'est une super question. C'est une super question, d'autant parce que on a fait des études où on a montré que chez certains sujets qui avaient des épisodes dépressifs récurrents, c'est-à-dire des dépressions vraiment, vraiment biologiques, ou par exemple qui venaient de familles de déprimés, on a montré qu'il pouvait y avoir une réduction de la quantité de sommeil lent profond, qui expliquait que, par exemple, il y avait une avance de phase, que le sommeil paradoxal apparaissait beaucoup plus tôt. Vous savez qu'au début de la nuit, chez un individu normal, il y a à peu près 1h30 de sommeil lent profond. Les individus dépressifs, ils peuvent perdre cette quantité de sommeil lent profond. Les raisons sont très complexes. On pense que ça peut être lié à une composante chronobiologique, mais en tout cas, c'est très important. Schématiquement, le sommeil lent, la quantité de sommeil lent profond, et en tout cas sa profondeur, elle est liée à la pression de sommeil. Donc, plus vous avez une période d'éveil continue, et plus elle est prolongée, plus vous allez faire du sommeil lent profond. C'est pour ça qu'on dit aux gens, essayez d'éviter les siestes si vous n'êtes pas très bien, parce que la sieste, ça re-remplit le réservoir dans la journée d'éveil, et donc la nuit, vous allez vous éveiller beaucoup plus facilement. Donc, un peu de compression de sommeil, ça ne fait pas de mal pour avoir une meilleure continuité du sommeil. Après, les liens entre sommeil et dépression, c'est absolument fascinant. Par exemple, ce qu'on sait, c'est que la privation de sommeil, la privation totale de sommeil, qui est quand même quelque chose qui n'est pas du tout recommandé. La privation totale de sommeil, c'est un accélérateur puissant de la réponse aux antidépresseurs. C'est-à-dire que si on met les gens en privation complète de sommeil, ça accélère les modalités d'action des antidépresseurs. Donc, il y a vraiment des liens très importants entre la composante physiologique de sommeil. Alors, on ne recommande pas aux gens dépressifs dans la vie courante de se mettre en privation, mais c'est des stratégies qui ont été utilisées. Il y a d'autres stratégies qui jouent aussi sur les horloges. Vous savez, les luminettes, la lumière. Certaines dépressions, comme la dépression saisonnière, peut-être on en parlera, qui sont très liées à ces composantes chronobiologiques. Mais en tout cas, pour répondre à votre question, il faut un temps de sommeil qui soit le plus adapté à vos besoins. Donc, en fait, normalement, vous devez vous mettre au lit, peut-être avoir 5, 10 minutes, 15 minutes de latence d'endormissement, mais après, vous devez dormir d'un trait et vous réveiller le matin. D'accord ? Alors, si vous êtes très bien calé, vous allez vous réveiller sans réveil. Des fois, dans la vie courante, en particulier l'hiver, quand on augmente un peu ses besoins, on a besoin d'un réveil, mais schématiquement, globalement, la bonne consigne, c'est ça. Si vous vous couchez au lit et que vous mettez 1 heure pour vous endormir, ça veut dire que probablement, vous avez une inadéquation entre le temps que vous passez au lit et vos besoins. Donc, c'est autre chose à prendre en compte, importante. Donc, c'est bien entendu se monitoriser, d'où l'intérêt. On a mis un petit QR code pour pouvoir télécharger gratuitement son agenda de sommeil. Et l'idée de se mesurer dans le temps, c'est aussi une façon de faire à la moyenne pour dire, en gros, c'est à peu près avec tant d'heures de sommeil que je suis bien. Ok. Bon, vous savez ce qu'il reste à faire. Vous scannez le QR code et vous verrez combien d'heures il faut pour éviter d'être en déprime. Il y a juste une question là qui m'est venue en vous écoutant. C'est-à-dire que vous recommandez de dormir quand même un peu plus l'hiver par rapport à l'été ? Alors, ce qu'on sait, c'est que, vous savez, il y a des animaux même carrément qui hibernent complètement. Ce qu'on sait, c'est que pour des facteurs possiblement thermiques, mais aussi lumineux, on a plutôt tendance à augmenter sa durée de sommeil. On a moins d'exposition lumineuse le soir, donc on a tendance à se coucher plus facilement plus tôt. L'été, vous savez, c'est très agréable de revenir avec les terrasses, retrouver les amis, faire du sport. Donc cette lumière-là, elle a tendance à décaler
votre heure d'endormissement. La nuit, c'est assez fréquent. L'hiver, c'est assez fréquent qu'on augmente un petit peu cette durée. C'est normal, hein. Comme vous l'avez constaté aussi, l'hiver, on a tendance à prendre un peu de poids. C'est tout à fait physiologique, d'accord ? Donc, c'est pas la peine de s'obséder à vouloir garder les tablettes de chocolat le 31 décembre, sauf si on a une nouvelle fiancée, mais bon, je ne m'engagerai pas sur ce terrain. Même si on a la même, il faut conserver la flamme. Mais bon, 2 ou 3 petits bourrelets au mois de janvier, c'est pas trop grave. Oui, c'est presque le summer body, on va dire, à une vérité. C'est-à-dire que voilà, c'est une fluctuation de quelques kilos, c'est pas choquant entre l'été et l'hiver. C'est physiologique, c'est physiologique comme votre fluctuation de morale. Donc la bonne règle, je pense, c'est ce qu'on a essayé de faire avec Antidéprime, c'est d'expliquer les bornes. C'est-à-dire qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui est anormal. Varier d'1 heure le lever de coucher entre la semaine et le week-end, ça va. Dormir entre 7 et 8 heures, ça va. Par contre, avoir des éveils intranocturnes très fréquents, devoir faire la sieste dans la journée 3 fois, 4 fois par semaine, là, il y a un warning qui s'allume. Se lever à midi le week-end. Ouais. Alors après, il y a des surhommes et il y a des surfemmes. Hein. C'est-à-dire, il y a des gens qui peuvent faire n'importe quoi avec leur sommeil. Il y a des gens qui sont en travail posté, qui varient les 3-8. Mais il faut savoir que c'est un vrai facteur de risque, en particulier pour le moral. C'est ça. Puis il y a des gens qui se sentent puissants, parce ils pensent qu'ils sont jeunes, que c'est pas grave si on dort pas, mais sauf que les années après, ils vont morfler parce qu'ils vont se rendre compte que le corps, au bout d'un moment, il encaisse, mais il peut plus. Donc, comme vous l'avez dit, peut-être qu'il y a des surhommes sur le moment, mais au final... surfemmes. Surfemmes. Mais est-ce que c'est pertinent ? Pas vraiment. Donc, autant bien faire les choses pour pas, justement... Il y en a beaucoup, je pense, qui se sentent surhommes parce qu'ils se voilent la face. Hein. J'en connais plein, du coup, beaucoup d'entrepreneurs. Et ils disent non, mais moi je dors 4 heures, j'ai un gène et tout. Je vais dire non, c'est juste que t'es drogué au café et tu tiens et tu te rends pas compte que tu tires sur la corde. C'est ça. Oui, que le jour où ça va lâcher, ça va faire mal. Alors, à ce sujet, on a des données assez intéressantes parce qu'on a réussi maintenant à avoir des cohortes qu'on a suivies très longtemps dans le temps. Et ce qu'on montre, c'est que les gens qui ont fait des épisodes dépressifs, s'ils gardent une insomnie entre les épisodes, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus du tout déprimés, mais qu'ils gardent une insomnie, ils ont un surrisque de rechute très important. C'est pour ça qu'on considère, chez certains patients, on considère le besoin de traiter même médicalement pendant de nombreux mois, vous voyez, les plaintes d'insomnie, parce que c'est un facteur de rechute, de vulnérabilité. Donc il y a vraiment un noyau là, il y a un noyau physiopathologique, causal, très fort, entre la capacité à maintenir un bon sommeil et le risque dépressif. Ok, donc il y a vraiment le côté là, on a parlé de prévention, et pour vous, il y a quand même un traitement aussi à avoir sur la dépression Alors, si on aborde le sujet du traitement, il y a 2-3 choses à rappeler. La première chose, c'est que on sait maintenant que la maladie dépressive, c'est-à-dire la maladie vraiment installée, c'est très en relation avec l'inflammation de bas grade du cerveau. C'est ce qu'on voit aussi pour le risque cardiovasculaire. Donc, si vous avez une inactivité, si vous avez une alimentation qui est très riche en matières grasses ou en produits ultra-processés, comme les fast-foods, vous allez élever cette inflammation de bas grade, vous allez augmenter aussi le stress oxydatif, donc vous n'allez pas éliminer les toxines à l'intérieur de votre cellule, vous savez, ces fameux radicaux libres. Et donc ça, c'est des facteurs de risque très importants de survenue de la dépression. Alors, comment est-ce qu'on le sait ? On sait qu'il y a des maladies du sommeil qui sont inflammatoires. Par exemple, le syndrome d'apnée du sommeil, quand on s'arrête de respirer la nuit, c'est très inflammatoire. Et les gens, ils ont tendance à prendre du poids, ils sont gros, ils s'arrêtent de respirer la nuit. Eh bien, dans les troubles bipolaires, dans les patients qui ont une maladie bipolaire, c'est-à-dire cette maladie dépressive comme ça à répétition, il y a 50% de gens qui ont un problème de syndrome d'apnée. Donc, il y a un lien très, très fort. Dans la population générale, il y a à peu près entre 6 et 8% de gens qui souffrent d'un syndrome d'apnée. Chez ces patients bipolaires, il y a 50%, un patient énorme. sur 2. Donc, il y a vraiment un lien très, très fort avec ça. Et puis, ce qu'on montre maintenant aussi, notre recherche, ce qu'elle montre, c'est que si vous agissez sur ces pathologies inflammatoires, vous avez une action sur le moral. Okay. Et le mécanisme d'action de l'activité physique, il est à peu près comparable. C'est-à-dire, si vous bougez, en fait, ce que vous faites, c'est que vous réduisez votre inflammation de bas grade. Si vous êtes sédentaire, vous l'augmentez. Si vous bougez, même à petite dose, la recommandation de l'OMS, c'est à peu près 30 minutes par jour, 5 jours par semaine, vous abaissez votre inflammation de bas grade et donc vous avez un facteur protecteur, vous voyez, qui va vous permettre de protéger votre morale. Ok. Et du coup, par rapport à ça, est-ce qu'il y a un sport, est-ce qu'il existe un meilleur sport anti-déprime ? Très bonne question. Elle est forte. Hein. Elle est très forte. Elle est forte. Donc, la réponse est tout marche. Okay. À peu près tout marche. En tout cas, ce qui est important, c'est un sport d'activité plutôt modéré. Okay. Pourquoi ? Parce que
on a des corrélations, en particulier, on a beaucoup d'études sur les athlètes. Ouais. Et le sommeil, ça peut être très délétère pour le sommeil. Ça peut être délétère parce que ça augmente la température corporelle, donc ça vous empêche de vous endormir. Ça peut être délétère parce que ça peut créer des douleurs. Et ça peut être délétère aussi parce que dans un contexte de performance, c'est un facteur de stress. Ah bah oui. Les athlètes, ils sont très stressés. D'accord ? Donc, ce qui marche bien, c'est une activité modérée, très régulière, de l'ordre de 30 minutes. Bon. Okay. Après, dans le livre, je me suis amusé à faire la revue de la littérature. Vous savez que en tant que scientifique, j'aime bien ça. Bah oui, j'adore ça. Donc, il y a pas mal de publications qui sont des méta-analyses. Donc, en fait, on combine une quinzaine d'études et on fait des analyses statistiques regroupées sur 10-15 000 sujets. Donc, il y a des données assez intéressantes. Par exemple, il y a des études qui ont étudié plusieurs publications sur le yoga et on a montré que le yoga, c'était pas tellement efficace sur la dépression. Okay. Par contre, il y a d'autres études qui ont traité le sujet du pilate. Ils ont montré que le pilate, c'était assez efficace sur la dépression. Alors pourquoi ? Une des hypothèses serait que le pilate, c'est un sport beaucoup plus soutenu, donc qui vise à avoir un niveau d'activité physique plus élevé et tenu dans le temps, ce qui aurait une action inflammatoire plus forte que le yoga qui est aussi une composante psychologique versus physique. Voilà. Okay. Mais en tout cas, la recommandation, c'est marche. Aller au travail en marchant, voilà, et régularité, voilà, très important. Voilà. Et le petit admentum quand même, dans l'idée de pouvoir combiner les stratégies, c'est, par exemple, marcher le matin, c'est exposition lumineuse, donc c'est avance de phase, donc c'est endormissement plus facile le soir, donc c'est réveil plus naturel, et donc vous voyez, il y a un cocktail gagnant là. C'est ça. C'est marrant parce qu'on en parle souvent de ce cocktail de le matin, mouvement égale du coup luminosité. Et puis généralement, plus quand on marche en extérieur, on s'oxygène aussi. Et là, c'est un peu plus on va dire psychologique, mais ça fait du bien aussi de prendre l'air le matin, de respirer quelque chose de naturel, quoi. En tout cas, c'est une action sur les horloges biologiques qui est très positive. Ouais. Et le soir, le problème... Alors, beaucoup de gens pratiquent le sport le soir. Ouais. Pour des commodités sociales, mais aussi parce que ça leur permet d'évacuer la pression. Donc, il y a des gens qui s'épuisent en salle et qui disent « Voilà, je suis complètement épuisé, je suis fatigué, je vais dormir ». Il y a aussi des effets contraires. C'est-à-dire il y a des gens qui font beaucoup de sport en salle et qui n'arrivent pas à s'endormir. Parce qu'ils ont justement, par exemple, une température élevée. Ouais, trop tard le soir, quoi. Oui, et puis aussi, l'activité physique, ce n'est pas un hypnotique. Si vous soulevez de la fonte, ça ne va pas vous aider à dormir. Ça va enlever potentiellement des facteurs qui vous empêchent de dormir, comme l'anxiété, mais ce n'est pas une activité hypnotique. Et du coup, vous pouvez conseiller jusqu'à quelle heure il faudrait faire du sport pour pas trop que ça gêne l'endormissement ? Alors, d'abord, il y a des typologies. Il y a des gens qui sont du matin, à peu près 25% de la population. Il y a des gens qui sont du soir, à peu près 25% de la population. Voilà. Et il y a des gens intermédiaires. D'accord ? Bon. Donc, si vous êtes du matin, il vaut mieux faire le sport le matin. Ou si on doit arrêter l'après-midi, il faut vraiment arrêter assez tôt, quoi, 16h, 17h. Bon. Si vous êtes du soir, que votre habitude usuelle, c'est de vous coucher à minuit ou 1h du matin, si vous faites du sport entre 19h et 20h30, à la limite, ça peut passer. En gros, 4 heures. Bon. Après, il y a aussi tout un contexte d'environnement. C'est-à-dire, si vous faites du sport en salle, que vous réactivez les contacts sociaux, qu'après, vous allez manger avec des gens, c'est aussi un facteur d'éveil. D'accord ? Si vous êtes chez vous, que vous faites du stretching et du renforcement musculaire, ça peut être une modalité de préparation à l'endormissement. Donc, la nature du sport, elle est aussi extrêmement importante dans la pratique. Ce qu'il faut faire, c'est faire des choses qui vous font plaisir. C'est-à-dire que si vous voulez développer du sport, il faut le faire dans un contexte où vous alliez une bonne capacité d'endormissement, une détente, une relaxation et puis un maintien physique. Voilà. Mais vous savez, auparavant, on ne se posait pas la question. On sortait le matin pour aller chercher le mammouth ou le cerf à attraper. On rentrait le soir et quand la lumière tombait, on discutait un petit peu autour du feu, puis poum, on tombait endormi. Donc ce qui nous altère aussi beaucoup, c'est la sédentarité. C'est-à-dire que vouloir avoir des pics d'activité comme ça en salle, artificielle, alors qu'un principe simple, c'est du style, prenez pas les transports en commun. Bon, d'accord, vous allez marcher 2 heures par jour, mais c'est incroyablement puissant sur la santé globale. Hein. On est les premiers à dire que c'est pas parce qu'on fait de la salle qu'on est actif, en fait. Parce que ça veut dire que le reste de la journée, on fait rien. C'est pas 1 heure de sport par jour qui nous rend actifs. Si 23 heures sur 24, on reste assis sur une chaise. Donc c'est vrai que c'est bien de rappeler que de marcher, même à la salle, entre les séries, rien que de rester debout, marcher, déjà, ça fait un peu plus d'activité. Et comme vous l'avez dit, il y a plein de façons de marcher un peu plus.
prendre le métro, s'arrêter 2 stations avant, aller chercher le pain à pied, passer les appels en marchant. Il y a plein de petits tips comme ça qui font qu'on bouge un peu plus. Nous, on a investi dans un bureau assis debout, au moins. Avec un tapis de marche et tout. Avec un tapis de marche. C'est génial. Après, nous, on peut se le permettre de sortir parce qu'on gère notre emploi du temps. Mais en tout cas, voilà, on essaie vraiment de mettre des choses en place. Et par rapport au sport, c'est vrai que je rebondis là-dessus. Toi ? Ouais. Ouais. Moi, je fais donc, je suis plutôt du matin. J'aime bien faire la salle, par exemple, vers 11h, 11h30. Classiquement, vous savez, il y a cette vieille blague là, qui a été faite par un scientifique allemand, Till Ronenberg, qui a étudié, je crois, là maintenant, ça doit être des millions de gens avec les rythmes. Et donc, ils ont montré que les femmes, à âge égal, sont plus du matin que les hommes. Ouais. Et donc, il fait toujours une blague en disant pourquoi les hommes un peu plus âgés sont avec des femmes un peu plus jeunes. Oui, parce qu'en fait, le chronotype est aligné. Mais classiquement, c'est vrai, les femmes sont beaucoup plus sujettes à l'insomnie. Et c'est vrai que les femmes peuvent avoir une propension plus marquée à être du matin. Ouais, c'est vrai. Et du coup, voilà, donc moi, muscu. Mais c'est vrai que je sens que quand je fais de l'athlétisme aussi le soir, comme je traque mon sommeil, c'est vrai que je sens que comme c'est un peu plus tard, eh bien, mon corps est quand même plus chaud et que j'ai un bon sommeil, mais je pense que je récupère pas aussi bien que quand je fais du sport le matin. Mais la vie fait, le contexte social fait que je le fais le soir. Et comme vous l'avez dit, comme il y a la notion de plaisir, c'est pas pour autant que je me sens épuisée, parce que le reste suit. Mais voilà, il y a vraiment cette notion aussi de plaisir à avoir dans ce qu'on fait, quoi. Oui, et après, je crois, un des intérêts d'Antidéprime, c'est que j'ai mis pas mal d'échelles, en particulier des échelles de somnolence, pour voir comment est-ce qu'on est éveillé dans la journée. Pas simplement fatigué, mais éveillé, en plus de votre morale. Hein. Mais c'est très tributaire de votre niveau. C'est-à-dire les gens qui vont être déjà somnolents, qui ont une qualité de sommeil un petit peu altérée, parce qu'ils sont douloureux, ou parce que peut-être ils ont un ronflement qu'ils n'ont pas encore exploré, ils vont être beaucoup plus vulnérables aux variabilités. C'est ça. Les gens qui ont plutôt une propension à avoir un sommeil très régulier, qui sont à un fit physique très élevé, c'est un peu le propos du livre, hein, ils vont passer beaucoup mieux à travers les vagues et ils seront beaucoup moins sujets à subir les contre-coups des irrégularités de sommeil ou des éveils nocturnes. C'est pour ça que maintenir un niveau d'activité régulier associé à une alimentation anti-inflammatoire, c'est vraiment un garant quand même d'un bon sommeil et donc, par voie de conséquence, d'un bon moral. C'est ça. Ouais, donc... Là, c'est les 2 piliers les plus importants. Il y en a un troisième qui joue sur justement l'antidéprime. La nutrition. C'est la nutrition. Quel lien on peut faire entre la nutrition et justement la santé mentale ? Alors, il y a tout un volet de la psychiatrie qui s'appelle l'immunopsychiatrie, qui vraiment s'intéresse maintenant à des mécanismes de régulation de la santé mentale par rapport aux déterminants biologiques. Bon, comme je vous l'ai dit, là, il y a beaucoup d'éléments contributifs, que ce soit, pour faire simple, dans la sphère antioxydante ou dans la sphère inflammation, qui sont très liés à la santé mentale. Donc, il y a certains aliments qui vont être anti-inflammatoires. Hein. Il y a 3 régimes là, que je cite dans le livre, le régime méditerranéen, le régime japonais et le régime norvégien, qui sont des régimes classiquement associés avec des aliments anti-inflammatoires, voire antioxydants. Donc, c'est les poissons, c'est l'huile d'olive, c'est les légumes. Voilà, il y a certains fruits secs, hein, les noix de cajou, les noisettes, qui contiennent soit des vitamines D, soit qui vont avoir un pouvoir antioxydant. Hein, le jus de cranberry, là. Ouais. Ah, le fameux... Donc, il y a toute une série dans l'alimentation de composants qui vont nous aider. Il y a eu une piste pour dire que l'alimentation, elle pourrait avoir un effet carrément antidépresseur. Bon, on a des résultats qui sont un peu réservés. Par exemple, les oméga 3, qui sont une substance que vous connaissez bien, hein, qui sont dans les poissons, par exemple. Sardines, maquereaux, saumon. Voilà. Ces oméga 3, on a essayé de les tester en tant qu'antidépresseurs seuls. On a des résultats assez décevants. Alors, il y a 2 problèmes. Le premier problème, c'est que si vous voulez manger une quantité d'oméga 3 telle qu'on a pu le faire sur des expérimentations avec des souris, il faut manger 30 kilos de saumon par jour. Ça. Par jour ? Ah oui. Ah oui. Ça fait beaucoup. Ah oui. D'où l'intérêt d'avoir des préparations conditionnées qui permettent d'avoir un taux. Voilà. Ah. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que une des pistes sur lesquelles on s'oriente, mais des études sont en cours, donc peut-être quand vous me réinviterez, je pourrais vous amener des résultats. C'est le 3e. Hein. Ouais, c'est le 3e. C'est des add-on thérapies, c'est-à-dire associer un traitement antidépresseur avec des compléments de type oméga 3 qui permettraient donc d'agir sur des composantes biologiques. Hein. Le cerveau, c'est très compliqué, il y a plein de neurotransmetteurs, en particulier dans la dépression, la sérotonine joue un rôle très important.
la sérotonine, elle est aussi liée à la production du sommeil. Donc, il y a toute une mécanique, si vous voulez, très importante qui va jouer sur la régulation de ces composantes et qui va participer à la restauration de l'humeur. Donc, l'alimentation, ce qu'on sait, c'est que si vous avez des stratégies préventives en prenant des alimentations saines, comme ça, anti-inflammatoires, vous allez réduire le risque d'être déprimé. Par contre, on a eu des pistes, par exemple, en travaillant sur des yaourts enrichis en bactéries, vous voyez, qui favoriseraient la flore intestinale, par exemple. Les résultats sont très décevants. On n'a pas eu d'efficacité thérapeutique, alors qu'on pensait qu'en agissant sur la production de la sérotonine, le microbiote, on pouvait avoir des actions. Donc, c'est bien dans le préventif, dans le curatif, sommeil et activité physique. Après, bien manger, ça fait du bien à tout le monde, même aux gens déprimés. T'as dit un truc. Non, mais j'allais dire, c'est intéressant parce que le régime méditerranéen, il est partout. Je veux dire, dès qu'il y a une diète à mettre en avant, le Méditerranéen, il est quand même souvent pour la longévité, pour le sommeil, pour le bonheur. Plus on a de la chance en France parce qu'on peut vraiment se l'approprier à 100%. Alors, ce qui est quand même assez intéressant, parce que des fois, donc, sur les réseaux sociaux, là, sur mon compte Instagram, on a des gens qui disent oui, alors vous nous racontez tout le temps la même histoire. Ce qui est intéressant, c'est que ça ne marche pas quand même exactement pareil. Hein. Par exemple, si vous prenez le risque cardiovasculaire, facteur number 1, alimentation. Vous contrôlez votre poids, vous perdez du poids. Et après, facteur numéro 2, activité physique. Il n'y a pas photo. Vous voyez ? Le sommeil, ce n'est pas ce qu'on met le plus en avant pour réguler l'hypertension artérielle, par exemple. D'accord ? Si vous prenez la santé mentale, vous avez intérêt à faire attention au sommeil. Hein, sinon, ça va très mal se passer. Et l'alimentation... C'est en prévention, mais pas en... Exactement. Okay. Hein, donc, il y a un niveau de hiérarchie d'intervention qui est quand même différent et c'est bon de le comprendre. Oui, parce que justement, il y avait microbiote. Il y avait eu des études qui avaient été faites par rapport au microbiote. Bon, après, c'était sur des rats de laboratoire qui montraient que selon les bactéries, donc un rat qui a des bonnes bactéries, qui avait un microbiote qui était bien nourri, eh bien, n'était pas dépressif par rapport à un rat qui avait justement des mauvaises bactéries, comme qui mangeait des fast-foods, etc., où là, il y a beaucoup plus de facteurs de risque de tomber en dépression parce que le microbiote n'était pas assez enrichi. Et quand on sait que la sérotonine est aussi produite par l'intestin, on peut voir le lien. Mais effectivement, c'est intéressant de se dire, OK, c'est bien en prévention, mais comme vous l'avez dit, quand on est déjà dépressif, eh bien, c'est pas forcément l'alimentation qui est importante à prendre en compte, mais plutôt le sommeil et l'activité physique. Alors, après, si vous voulez, je pense que quand on est dépressif, on est émoussé, comme on a dit. Ouais. Donc, on perd de l'énergie. Donc, manger sainement, c'est quelque chose qui est relativement accessible. Oui. Faire de l'activité physique, ça coûte beaucoup quand on est déprimé. Ouais. D'accord ? Donc, faire des recommandations de bon sens en disant, par exemple, consacrer une partie de votre énergie intellectuelle à choisir un repas qui vous fera vraiment plaisir et qui est très sain, c'est une démarche qui est pas mal. D'accord ? Par contre, n'attendez pas plus de ce repas-là que ce qu'il peut vous amener. Oui. Voilà. Okay. Et par contre, ça peut aussi vous aider à mettre en place 5 minutes d'activité physique, plus la régularité. Et c'est la combinaison de tout ça qui va vous aider. Et recherchez aussi les facteurs associés, c'est-à-dire si vous êtes douloureux, si vous avez des maladies inflammatoires, si vous avez des maladies du sommeil qui ne répondent pas à l'hygiène du sommeil. C'est-à-dire, vous vous réveillez, vous êtes toujours crevé, votre femme vous dit que vous ronflez comme une locomotive, que vous vous arrêtez de respirer, peut-être ça vaut le coup d'aller voir un centre de sommeil parce que peut-être vous avez une maladie organique du sommeil qui va massivement impacter après votre pronostic de santé mentale. Ouais, très important de le rappeler. On a encore quelques questions à vous poser. Juste avant là, si vous êtes arrivé ici, pensez à vous abonner. Ouais. C'est très important. 50% des gens qui regardent Corps Esprit ne sont pas abonnés. Et ça, c'est pas normal. Petite question dans le livre, parce que du coup, nous, forcément, on l'a lu. Vous parlez beaucoup de la vitamine D. Du fait qu'on est tous un peu carencés en vitamine D. Quel lien vous faites avec la santé mentale et la vitamine D, qui est la vitamine du soleil ? Bon, attention, on n'est pas tous carencés en vitamine D. On peut être carencé en vitamine D. Ouais, mais bon, là aussi, les substituts alimentaires, il faut un petit peu s'en méfier. Par exemple, prendre le soleil, c'est une très bonne stratégie pour avoir un quota. Ah, on est d'accord. On est d'accord. Tout le monde n'a pas le soleil. On est d'accord. Non, mais si vous prenez une exposition lumineuse raisonnable, si vous passez quelques heures dehors, d'où l'intérêt d'aller à pied au boulot, vous aurez un quota de vitamine D quand même. Puis après, vous pouvez, si vous avez une alimentation assez équilibrée, normalement, vous pouvez récupérer votre quota de vitamine D. Vous avez des supports quand même alimentaires accessibles et pas trop coûteux qui contiennent la vitamine D. Notamment le foie de morue, je le précise. Oui. Après, je pense que
le sujet des vitamines, c'est un sujet qui a été extrêmement amplifié. Les vitamines, c'est des compléments alimentaires, ça porte bien son nom, qui vont aider à faire bien fonctionner la machine. D'accord ? Si vous en prenez un excès, vous les éliminez. Hein ? C'est-à-dire, vous allez les éliminer par voie naturelle. Donc, si vous voulez, ce n'est pas une substance qu'on va stocker, ce n'est pas un aliment miracle qui va nous enrichir, vous voyez ce que je veux dire, par rapport aux croyances qu'il peut y avoir. Donc, je pense qu'une bonne règle, c'est de dire déjà, essayez d'avoir une alimentation équilibrée. En ce moment, moi, je suis frappé de voir à quel point les gens vont tordre leur alimentation pour des promesses très... pour contrôler son poids, on va manger que ça, ou on ne va plus jamais manger ça. Ça, c'est très, très néfaste, c'est très dangereux. Donc, il y a des aliments, on sait, qui ne sont pas bons. Bon, les viandes rouges, la charcuterie, c'est des aliments très inflammatoires. Donc, il faut faire attention à ça. Après, il faut se faire plaisir. Si on veut manger 2 fois par mois une très, très belle entrecôte, ne vous privez pas. Mais ça ne doit pas rentrer, si vous voulez, dans un régime de base alimentaire. C'est ces points-là qui sont très importants. Et sur les compléments alimentaires, c'est un petit peu pareil. Si vous devez aller chercher les compléments alimentaires, ça veut dire que très probablement, vous ne mangez pas 5 fruits et légumes par jour, vous n'avez pas une alimentation enrichie en fruits secs, alors que c'est très facile d'acheter une poignée de noix, de noisettes ou de noix de cajou, et des quantités infimes peuvent vous substituer naturellement. Donc, je pense que le message aussi important, c'est de dire, essayons de revenir à des principes alimentaires naturels. Quand vous commencez à vous substituer, quand vous devez avoir des machines pour faire du sport et des choses comme ça, c'est là où on peut se blesser, quoi. Donc, bien connaître l'alimentation, c'est assez détaillé, puisque dans le livre, justement, je cite toute une partie d'éléments concrets, d'aliments que vous pouvez inclure dans votre alimentation. Avoir ça, c'est une part éducative vachement intéressante. Bon. Après, nous, on a notre marque de compléments alimentaires, mais on est les premiers à justement prôner l'alimentation en premier, parce que comme son nom l'indique, c'est des compléments alimentaires qui viennent complémenter l'alimentation. Nous, on est les premiers à faire hyper attention à ce qu'on mange, à avoir des produits de top qualité. Mais pourtant, on sait quand même qu'aujourd'hui, malheureusement, les aliments ont quand même un peu moins de nutriments qu'avant, parce que la pollution, etc., on est quand même aussi beaucoup plus stressé, ce qui fait que on a besoin encore plus de nutriments pour compenser. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, manger 30 kilos de saumon, c'est compliqué. Donc, c'est pour ça que les compléments alimentaires, ça peut être bien. Et nous, pour le coup, on fait, je sais pas, on va voir un peu votre avis, on fait des prises de sang et on demande la vitamine D en plus pour voir. Et nous, on se complémente en vitamine D, alors qu'on mange foie de morue, qu'on mange des choses riches en vitamine D. Et pourtant, malgré notre complémentation, malgré qu'on fait, on est pile dans la moyenne. On est pile dans la moyenne en vitamine D, alors qu'on prend beaucoup plus de doses. On a quand même notre dose de calcium qui, justement, aide. Parce que c'est des compléments et donc vous les éliminez. Non, c'est le foie de morue, les œufs. C'est pareil, vous les éliminerez. Pourtant, la vitamine D, elle est liposoluble, donc elle devrait se stocker. Non. Vous les éliminerez. Quoi qu'il arrive. Ouais. Donc, non, mais je pense que le message de dire faites attention à votre alimentation, c'est très positif. C'est ce qu'on fait tous les jours. Le message d'apprendre aux gens qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas bon, c'est très positif. L'orthosomnie, c'est-à-dire vouloir à tout prix dormir 7h59 par nuit, l'idée de dire je vais me faire des prises de sang pour monitoriser mon niveau. Trop biohacking pour vous, trop... Non, c'est surtout ça peut majorer artificiellement l'anxiété et on n'a pas d'évidence documentée sur l'impact des compléments, si vous voulez. Il y a un peu une confusion entre les études qui montrent que les carences sont néfastes, d'accord, et la vertu de surenrichir une alimentation avec des bénéfices associés. Pour l'instant, on a beaucoup de données sur les carences. Vous savez, les marins qui perdaient les dents quand ils ne mangeaient pas du citron, c'est classique, hein, scorbut. Scorbut, oui. Là, on a montré effectivement qu'il y avait une carence authentique et donc dans les longs séjours maritimes, il fallait qu'ils amènent du citron et qu'ils compensent avec du citron. Mais autrement, il y a quand même très, très peu d'exemples vis-à-vis de ça. Pour notre propos, je pense que le bon message, c'est surtout de dire combattez l'inflammation. En parlant d'inflammation, on n'a pas parlé d'alcool. Ouais. Qui est quand même un gros composant d'inflammation, peut-être même encore avant la nutrition. Quel lien vous pouvez faire entre l'alcool et la santé mentale, la déprime? Alors, c'est un gros sujet, vous avez 10 minutes. Alors, l'alcool, c'est une drogue extraordinaire. Et je ne dis pas ça parce que je viens de Bordeaux, mais c'est une drogue très, très complexe dans la mesure où, en fait, la limite entre la dose efficace et la dose thérapeutique est très, très étroite. Vous voyez ? Efficace. Alors, c'est-à-dire, par exemple,
l'alcool, c'est très anxiolytique. C'est-à-dire, si vous prenez un verre d'alcool, c'est très anxiolytique. L'alcool, quand vous êtes impressionné par une très belle femme, c'est aussi un peu désinhibiteur. Donc, si vous êtes dans un bar et que vous dites « je ne sais pas si je vais oser lui parler », si vous prenez un verre d'alcool, ça peut vous donner... On se désinhibe, quoi. Mais vous pouvez après, par exemple, avoir un comportement complètement déviant. Parce que la dose intermédiaire, elle est très mauvaise. Et elle est très dure à caler, excusez-moi. Et après, ce qui est sûr, c'est que l'imprégnation chronique, c'est très compliqué. C'est-à-dire que si on commence à cumuler une dépendance à l'alcool, là, on va avoir un surrisque, en particulier de pathologie mentale énorme. Donc, les gens qui boivent pour se remonter le moral, en chronique, à proscrire massivement. C'est un peu se voiler la face, quoi. Penser que ça nous fait du bien, c'est surtout un médicament potentiellement dangereux. Ah bah oui. Parce que peu contrôlable et parce que les doses augmentent assez facilement, quoi. C'est ça. L'alcool facile, quoi, en fait. C'est surtout que... Surtout quand on est anxieux et qu'on est déprimé. Je pense que les gens, c'est un autre sujet, mais ils se rendent pas compte aussi des calories qu'il y a dans l'alcool. Et d'ailleurs, après, ça amène tout un processus un peu néfaste. Donc, c'est quoi vos recommandations sur l'alcool Alors, l'alcool, déjà, essayez le dry January. Personnellement, je m'y suis contraint. Donc, c'est une bonne mesure pour voir votre taux de tolérance au sevrage. Donc, c'est une bonne pratique. Après, les recommandations de l'OMS, c'est 2 verres par jour, 5 jours par semaine. Voilà. C'est beaucoup, quand même. Ouais, ça me paraît énorme, 2 verres par jour. Non ? Ça dépend. C'est peut-être pas du Bordeaux, mais... on a un Bordelais, bon, je le suis aussi. Non, mais c'est les recommandations auxquelles, idéalement, il faut s'astreindre. Bon, dans la vie courante, on voit qu'il y a des gens qui consomment beaucoup plus. Après, la bonne idée, c'est quand même, là aussi, de contrôler, d'essayer d'avoir une consommation un peu contrôlée dans le temps, quoi. De temps en temps, soit on retrouve des copains, on va boire un petit peu plus, mais après, le reste, il faut freiner, quoi. Il y a beaucoup qui aussi boivent, de même sorte qu'ils ont le sommeil plus, on va dire, ils dorment plus le week-end, ils boivent plus le week-end aussi. Et il y en a qui, très souvent, on le voit avec du coaching par exemple, ils vont vite boire 1 litre d'alcool le samedi soir. Et 1 litre d'alcool, en vrai, déjà ça fait beaucoup de calories. Beaucoup de calories, oui. Le sommeil, il en prend un coup. Et c'est fou les différences qu'il y a. Est-ce qu'il y a des types d'alcool, par exemple, quand vous dites 2 verres par jour, on est plus sur du vin, ou par exemple 2 shots de tequila? Il y a des analogies, c'est-à-dire un shot de vodka, ça équivaut à un demi de bière, un verre de vin. Exprès. Les doses, elles sont qualifiées. Si vous prenez un gin tonic, vous aurez la même quantité d'alcool, a priori, que dans un demi de bière. Non, mais je pense que la consommation d'alcool, c'est aussi voir comment est-ce qu'on le fait. Est-ce que c'est une consommation festive ou est-ce que vous avez besoin d'en boire tous les jours? Il y a une question, vous savez, des addictologues qui disent si vous consommez de l'alcool le matin, mauvais signe. Donc déjà, si vous consommez l'alcool que le soir, c'est une meilleure façon de contrôler. Et puis les addictions, elles sont assez liées. Par exemple, si vous arrêtez de fumer, vous allez avoir possiblement tendance à consommer un peu plus d'alcool parce qu'il y a des mécanismes de régulation, des boucles de craving, d'addiction qui sont très liées. Donc voilà, il faut un petit peu combiner tout ça avec raison et puis surtout essayer d'avoir une recette globale qui fait que vous vous dites bon, le mode de vie est pas trop mal, quoi. Ok. Et est-ce que tu voulais dire quelque chose ou... Non, je pense que sur l'alcool, on a fait le tour. On a encore 2 petites questions, puis après il y aura le petit jeu. Vous vous rappelez du super, votre jeu préféré. Est-ce que vous sauriez nous dire pourquoi il y a de plus en plus de burn-out en ce moment? Est-ce que vous pouvez faire un lien peut-être avec antidéprime? Alors, c'est une question intéressante. D'abord, il y a beaucoup de dépression. Après, le burn-out, vous savez, il y a plusieurs formes. Dans le livre, je décris, il y a le burn-out, il y a le bore-out, le brown-out. Donc, Brown-out, c'est quoi? C'est des composantes, c'est l'ennui. Okay. D'accord? Le burn-out, c'est une symptomatologie très particulière qui est très différente de la dépression. Il y a beaucoup de gens qui vous disent « j'ai fait un burn-out ». En fait, dans les faits, ils font des épisodes dépressifs. Et il n'y a rien à voir, il n'y a pas de corrélation? Non. Le burn-out, c'est vraiment le sentiment d'être brûlé, c'est-à-dire que vous êtes dans l'incapacité d'engager une tâche. Okay. C'est-à-dire, c'est comme si vous aviez le réservoir d'essence à sec. Vous n'êtes pas forcément triste, mais vous êtes dans l'incapacité. On est épuisé. Voilà, on vous donne des tâches et rien ne rentre. Il ne se passe rien. Vous avez passé des heures sur un tableau Excel, vous êtes incapable de faire quoi que ce soit. Et donc, c'est ce phénomène-là qui est compliqué parce que ça répond, mais que partiellement aux antidépresseurs. C'est vraiment une autre composante. Et surtout, il n'y a pas forcément la dimension de tristesse. C'est ce qui est important. C'est j'ai même mis dans antidéprime une échelle
de burn-out pour apprendre aux gens justement à distinguer s'ils sont déprimés ou burn-out. Mais en fait, la pathologie de burn-out, c'est vraiment un phénomène très, très particulier. Alors, c'est très lié aussi au conditionnement de l'environnement de travail, puisqu'il y a aussi quand même un phénomène dans la société de désengagement par rapport aux valeurs. Ouais. Et il y a des gens qui se disent je ne sais plus ce que je fais là, quoi. Ou je m'ennuie dans mon métier n'a aucun sens. Voilà. Donc, c'est des composantes qui sont un petit peu plus différentes de la dépression, qui a vraiment un marqué beaucoup plus biologique, avec la perte de sommeil, la tristesse, l'anédonie, l'émoussement affectif. C'est vraiment des choses différentes. C'est pour ça que c'est aussi intéressant de les séparer, de les identifier, un peu comme la dépression, la fatigue et la somnolence, parce que les traitements sont différents. Ouais. Donc pour vous, en fait, le burn-out, si on peut dire ça grossièrement, c'est limite plus un problème du 21e siècle, alors que la dépression, ça peut être quelque chose qu'on a toujours connu, mais voilà, le burn-out, c'est plus lié au travail, à la vie moderne, etc., ou pas forcément? Alors, il y a aussi un autre élément important, c'est que l'identification du burn-out est assez récente. Ouais, c'est plutôt donc ça. En fait, maintenant, on la mesure parce qu'on en parle beaucoup socialement, parce qu'il y a des gens qui sont dans des incapacités. Quand il y a eu des périodes, par exemple avec le Covid, il y a eu des effets très massifs sur l'adéquation avec le travail, le télétravail. Il y a eu beaucoup de bouleversements. Donc, toutes ces conditions-là, il y a des gens aussi qui ont été très, très sous pression parce que dans les hôpitaux, il fallait gérer la crise. Dans les unités de production, il fallait produire des masques, il fallait mettre à disposition de l'alimentation pour les gens. Donc, c'était très, 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 très critique. Et donc, on a été sensibilisé à ce phénomène-là. Mais si on regarde la prévalence, le pourcentage de patients dépressifs, on a beaucoup, beaucoup de dépression dans nos sociétés quand même. Ouais. Est-ce que justement, il y a des personnes qui sont biologiquement prédisposées en fait à la déprime ou à la dépression? Alors, très bonne question. C'est la dernière. La réponse est oui, puisqu'on sait que c'est une composante génétique. Donc, on sait par exemple que le trouble bipolaire, c'est un trouble génétique. Si vos parents sont bipolaires, vous avez plus de chances de présenter une pathologie dépressive. Donc, il y a une composante génétique, effectivement, dedans. On a fait des études sur les jumeaux, par exemple, homozygotes ou hétérozygotes. Donc, effectivement, il y a des composantes familiales. Après, l'environnement, quand même, joue massivement. C'est-à-dire que la façon dont vous allez être accompagné, la façon dont vous allez gérer les problèmes va permettre de réduire la fréquence de survenue et aussi l'intensité de survenue. Mais malheureusement, effectivement, on peut considérer que l'état dépressif majeur, il y a une composante organique avec des déterminants biologiques et génétiques. Oh, c'est dingue ça. Mais du coup, c'est de beaucoup ou pas? Par exemple, je ne sais pas ce que vous appelez de beaucoup. Non, mais est-ce que c'est 10% de chance par exemple, si ma mère était bipolaire, est-ce qu'on a des chiffres ici de à peu près combien de pourcents de chance j'aurais pu être bipolaire ou... C'est des facteurs de risque, mais c'est très... Alors, c'est multifactoriel. D'accord. Et c'est assez compliqué. Mais ce qu'on peut retenir, ça augmente avec le nombre de parents. Ouais. C'est-à-dire que si un parent est bipolaire, vous avez un risque. Si les deux, ça augmente. Risque, Si vous avez plusieurs générations, ça augmente encore plus. Donc, il y a vraiment des facteurs cumulatifs pour répondre à votre question. Et donc, du coup, si on sait qu'à la limite, on a un parent qui a eu un problème de santé mentale, est-ce que c'est là plus intéressant de vraiment faire attention et de prévenir, ou il n'y a pas forcément plus d'intérêt que ça? Alors, bon, vous savez, on dit beaucoup que la psychiatrie, c'est avant tout du psychosocial. Donc, ça dépend où vous vivez. Si vous vivez dans une famille défavorisée, si vous avez eu une enfance très difficile, si un de vos parents avait un problème d'addiction, c'est sûr que vous allez être dans des conditions de vulnérabilité très importantes. Donc, on ne peut pas extraire l'environnement de la composante maladie dépressive. Par contre, effectivement, c'est vrai, il faut faire attention. Il y a des gens qui ont des familles très équilibrées, avec des revenus très conséquents, sur lesquels, a priori, tous les voyants sont ouverts, et ils vont quand même avoir un taux de suicide incroyable dans la famille, quoi. Donc ça, c'est des éléments qu'il faut prendre en compte. C'est des facteurs de risque. Ok, donc ça montre bien que l'environnement est hyper important, qu'il faut faire attention à ça. Absolument. Pour justement éviter d'être en déprime, quoi. On fait le petit jeu. Allez. Petit jeu, puis après, comme vous savez, oui, non. Et puis si après, on a encore un peu de temps pour rebondir à des questions. J'ai toujours droit à dire un joker. Un joker. Oui, vous êtes souvenu de ça. Quelle pression. Tu veux démarrer? Allez. L'alcool rend plus dépressif que heureux. Alors, l'alcool à dose chronique et surtout à dose élevée. Ok, oui. Ceux qui dorment peu ont plus de chances d'être déprimés. Oui. Plus on est en surpoids, plus on est déprimé.
Oui. On peut se sortir d'un état de déprime seul. Oui. Se supplémenter en vitamine D n'est pas si important. Oui. Plus on vit dans les pays du Nord, plus on est déprimé. Oui. Dormir plus de 9 heures aide à réduire la déprime. Non. Les micronutriments jouent sur notre état de santé physique et mentale. Oui. Les Français sont plus déprimés à cause de la vie pro que perso. Non. Le sommeil est la base de tout. Oui. Les Miracle Morning sont antidéprimes. Non. Se persuader que tout va bien nous permet d'éviter de déprimer. Oui. L'OMS recommande trop peu d'activité physique au vu de la sédentarité de la population. Non. Quand on vit seul, on est plus sujet à la déprime. Oui. Antidéprime est votre meilleur livre. Non. Parce que pour la petite histoire, en fait, vous en avez fait 3. Et le premier que vous avez fait qui était anti-fatigue. Voilà, j'ai fait un petit rewind, un C'est ça. petit retour sur image en me disant on va consolider la série des anti. Ah ouais, mais vous savez que je l'avais acheté quand Meryl habitait à Lille et que j'allais la voir. Et j'étais à l'aéroport, 2 heures de retard. Je vais à la boutique et je vois un livre sur le sommeil. Avec Meryl, on trouvait que ça manquait de livres sur le sommeil. J'ai lu, je lui ai dit, il faut que tu lises. Et 3 ans après, vous êtes sur le podcast. C'est quand même une très très belle histoire. C'est vrai. Génial. Est-ce que, juste, j'aimerais qu'on rebondisse. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup plu. C'est voilà, le fait de dormir plus de 9 heures. Ouais. J'ai fait exprès de la poser Voilà, la ça, vous question. l'avez déjà dit dans le dernier podcast. Est-ce qu'on peut juste faire un petit rappel de pourquoi, en fait, trop dormir, c'est pas forcément. Alors, d'abord, encore une fois, essayons de rétablir la vérité scientifique. Oui. On a des données épidémiologiques. Donc, on suit des millions de gens. Bien sûr. On leur demande comment est-ce qu'ils dorment. Et les gens qui dorment moins de 5 heures, les gens qui dorment plus de 8 heures, ils ont des problèmes. Ils ont des problèmes cardio-métaboliques, ils ont des problèmes psychiatriques. Ah, Donc, plus de 8 heures, même pas 9 et, heures. et ils meurent plus tôt. Ok. Plus de 8 heures. Oui. Ok. Un truc de ouf. Ah, je pensais que c'était 9. Donc, alors après, c'est progressif. Si Bien vous sûr. rentrez à 9 heures, vous avez un facteur de risque plus élevé. Bon. Mais c'est des associations. Donc, par exemple, on peut dormir plus de 8 heures parce que on a un phénomène dépressif ou parce qu'on a une maladie neurologique, neurodégénérative. Donc, c'est des associations. C'est-à-dire que le sommeil, il est associé à d'autres facteurs. Okay ? Donc, ça, c'est un élément très, très important. Par contre, ce qu'on sait, c'est par exemple, si vous avez tendance à dormir trop, c'est-à-dire que vous avez une somnolence diurne excessive, vous pouvez avoir un syndrome d'apnée du sommeil. Et comme on l'a dit, le syndrome d'apnée du sommeil, c'est un risque inflammatoire qui peut contribuer à la dépression. Donc tout est lié. L'autre réponse, c'est que ce trouble de l'humeur, c'est quelque chose de très très compliqué. Mais en gros, ce qu'on peut dire, c'est que quand vous êtes en état dépressif avéré, il y a à peu près 60% des gens qui dorment pas bien, qui ont des plaintes d'insomnie, et il y en a 40 qui ont ce qu'on appelle la clinophilie, c'est-à-dire qu'ils passent leur journée au lit, et ils ont plutôt tendance à trop dormir. Alors les psychanalystes ont interprété ça en disant que c'est un refuge, le sommeil, mais c'est plus compliqué que ça. Manifestement, il y a des déterminants complexes qui font qu'il y a certains patients qui vont avoir des composantes plutôt à composantes anxieuses, qui vont développer des insomnies, d'autres qui vont plutôt avoir cet émoussement affectif et cette léthargie. Ok. Et bon, encore un peu. Et revenir sur... parce que j'avais bien aimé ce que j'avais lu, les Miracle Morning, c'est un peu ce qu'on voyait à la mode, justement, se lever tôt pour faire plein de choses. Et ça revient sur le sommeil. Et comment vous pouvez expliquer qu'en fait, c'est des routines et un peu des tendances qui sont vraiment néfastes pour les personnes, quoi. Ah ben, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Parce que réduire son temps de sommeil, ça va augmenter l'inflammation de bas grade, ça va augmenter le stress oxydatif, ça va vous faire prendre du poids, ça va augmenter votre sédentarité et donc ça va massivement impacter votre humeur. C'est vraiment une très, 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 très mauvaise idée. Ouais, les gens pensent que ça part d'un bon sentiment, on va plus travailler, etc. Mais en fait, ils oublient que ces 2 heures qu'on perd sur le sommeil, c'est beaucoup plus de temps perdu au cours d'une vie, quoi. Ben, j'ai une analogie maintenant que je cite, je la partage avec vous. Vous verrez ce que vous en pensez. En fait, votre vie professionnelle, c'est un déterminant majeur de votre bien-être et de votre réussite sociale. On est d'accord ? Ouais. D'accord ? Bon. Une vie professionnelle, si on la rapporte à 365 jours, même chez les gens qui travaillent énormément, c'est 8 heures par jour. D'accord ? Si vous travaillez 8 heures par jour, 365 jours par an, vous êtes un bourreau de travail. Ouais. D'accord ? Bon. Mais c'est exactement le temps que vous dormez. Donc après, regardez les efforts que vous mettez dans votre carrière professionnelle et regardez comment vous traitez votre sommeil. Ça vous donnera une idée
de comment vous accomplissez votre vie. C'est ça. Quand on sait qu'on dort un tiers de notre vie, il vaut mieux l'optimiser. Et il faut effectivement, comme on travaille beaucoup plus, on se met beaucoup plus de pression. Si on ne récupère pas assez, forcément, notre niveau d'énergie, au fur et à mesure des années, il va complètement descendre. Quoi. Oui, le sommeil, ça ne sert pas qu'à récupérer. Ça sert aussi à faire des choses que vous ne pourrez jamais faire en étant éveillé. Parce que votre cerveau, il va engrammer, il va mémoriser, il va faire des choix, il va faire de la créativité que vous ne ferez pas quand vous êtes éveillé. Oui, il fait un tri d'informations importantes. Donc cette idée de récupération, ce n'est pas non plus une idée à promouvoir dans le temps, parce que le sommeil, c'est vraiment autre chose. C'est vraiment une autre composante indispensable que vous ne pouvez pas remplacer par plus d'heures de travail. C'est vraiment une composante propre à votre corps. On est bien d'accord. Et après, je pense qu'on va terminer sur ça. J'ai l'impression aussi, vous avez parlé du fait qu'il y en a qui sont du matin, qui sont du soir, qu'il y a quand même, par rapport au Miracle Morning, c'est pas stylé de dire je suis du soir parce qu'on se lève plus tard, alors qu'en fait, vous avez très bien dit, si vous êtes du soir, embrassez le chronotype du soir, il n'y a pas besoin de se lever à 5h du matin, comme on le voit sur les réseaux, quoi. Alors, moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un panel très varié. C'est-à-dire, il y a toute une série d'entrepreneurs qui disent que la vie sourit à ceux qui se lèvent tôt. Ouais. On a fait des études sur ça, on a montré que ce n'était pas vrai, que la réussite sociale n'était pas liée au déterminant. On pense même d'ailleurs qu'une bonne durée de sommeil, c'est plutôt associé à une bonne réussite. Et après... c'est très dépendant des phénotypes. Il y a des gens qui ont besoin naturellement de moins de sommeil. Et puis, comme vous le dites, c'est très, très lié à la consommation de substances. Il y a énormément de gens en ce moment qui dorment moins parce qu'ils consomment des substances pour se maintenir éveillés. Enfin, vous l'avez vu, la consommation de cocaïne a massivement augmenté dans notre société. Merci d'en parler. Je n'osais pas le faire. Non, mais il y a un pourcentage de gens de plus en plus important qui utilisent des substances illégales pour travailler. Et ça, c'est quand même incroyable, quoi. C'est incroyable de dire je suis dans la restauration, je suis dans la livraison et je vais consommer des substances pour travailler. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il faut remettre les pendules à l'heure. 8 heures de sommeil, tout va très bien, Madame la Marquise. Une fois, on avait un entrepreneur qui se vantait de dormir 4 heures et qui avait fait une conférence sur pourquoi, en fait, il avait montré qu'il gagnait 3 heures par jour depuis 10 ans. Et après, en off, on a appris qu'en fait, il prenait de la coke tous les jours. Et j'ai envie de dire, voilà, là, tu as 300 personnes qui sont matrixées et on va dormir 4 heures et tout. Et en off, le mec te contacte, mais non, je prends de la coke, c'est comme ça que je tiens. Et tu as envie de dire, mais... Bon. Des gens comme ça qui véhiculent des messages, des mauvais messages. Un mot de la fin ? Un mot de la fin, c'est d'abord merci pour l'invitation, parce que c'est toujours un plaisir. Je pense le sommeil, c'est du bon sens. Donc, respectez-vous, faites-vous du bien, le sommeil vous le rendra. C'est ça. Et la santé physique et la santé mentale, c'est intimement lié. Il n'y a pas d'un côté les gens qui vont parler à votre esprit et de l'autre côté les gens qui vont parler à votre corps. C'est en prenant soin des deux que vous aurez les meilleurs des morales tout au long de l'année. Écoutez, merci d'être venu. Est-ce que vous avez une idée du 4e livre que vous allez faire ou pas encore ? Je ne peux pas le dire encore, mais j'en ai une petite idée. Mais j'espère que tu me réinviteras pour qu'on puisse en parler avec Meryl. Ça serait dans quoi ? Un an et demi ? Ouais, une bonne temporalité, c'est 2 ans. Le temps déjà de se reposer. Ouais, c'est vrai. C'est pas de se repos écrire un livre. En plus, il est gros, le livre. C'est vrai. Il y a combien de pages ? Il y en a pas mal. Plus de 300, je crois. Quelque chose comme ça, oui. Bon, en tout cas, merci d'être venu. On va mettre du coup votre Insta, votre TikTok en description, le lien du livre, qui est de toute façon dans toutes les librairies. Il y a le e-book qui récapitule tout ce que vous avez entendu pour cet épisode. Merci, professeur, d'être venu. On vous remet les liens aussi de nos Instagram perso avec Meryl, le lien de Nutripreneur. Et puis, vous pouvez leur dire de s'abonner ? Oui. Alors, quand c'est l'invité qui le fait, ça marche mieux. Abonnez-vous, c'est un plaisir de les écouter. Et puis, c'est un plaisir d'être invité aussi. Merci beaucoup. Puis, à la semaine prochaine. On vous dit à la semaine prochaine. Puis, peut-être dans un nouvel épisode avec vous. Génial. Avec grand plaisir. Magnifique. Entre Bordelais. À bientôt, les amis. Prenez soin de vous. Merci.